Boum. Bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Bonsoir tout le monde. Bienvenue dans ce petit live. En toute détente. Voilà, ce petit live ciné-série sans série aujourd'hui. Juste ciné. Bonjour le chat, bonjour à tout le monde. Coucou. Coucou Cinémad. Voilà. Qui est-elle? Qui On est se le cette personne? demande. Du coup, aujourd'hui, on est là pour vous parler du film She Said, qui est le film en fait qui est sorti le 23 novembre, si je ne dis pas de bêtises. Je pense bien. Du coup, et l'idée donc c'est un film qui revient sur l'enquête du New York Times et les deux journalistes qui ont fait donc l'enquête sur l'affaire Weinstein. Et avant la publication de leur article qui a commencé toute l'affaire Weinstein. Voilà, bonjour à Lise dans le chat. Du coup... On est de retour chez Tariq qui nous accueille une nouvelle fois. Merci voilà. à lui, merci Tariq, Cette il est hors champ par là. maison, il est par Il est là-bas. en train de jouer à Clash Royale. C'est ça. Du coup, on est un petit peu fatigué. On a une semaine chargée et Longue. voilà, très longue semaine. Mais Donc, heureusement on a du Red Bull, putain il est vide. du coup, pardonnez-nous si on est un petit peu lent, un petit peu déphasé à des moments. C'est pour ça. C'est pas qu'on n'est pas content d'être là. On est très On est content ravis d'être là, mais on est juste un petit peu fatigué. Voilà. Mais on se dit que ça va rendre le stream un peu plus détente, un peu plus cool, un peu plus chill. Voilà. Ouais. Ou peut-être juste un peu décousu, mais on verra. Un peu décousu peut-être, mais bon on sera là pour recentrer si besoin. Voilà. Donc, Jonas, tu Oui. nous as préparé un petit récap, entre guillemets, de l'histoire, l'affaire Weinstein, tout ça, pour faire un petit retour là-dessus, au cas où il y a des oublis, ça fait longtemps, on sait plus exactement ce qui s'est passé. C'est vrai que je suis Du censé coup- travailler ce soir, j'avais oublié. Voilà. Moi j'étais là, j'étais tranquille, j'allais assister à un petit stream, mais en fait non, c'est vrai, il faut bosser. Il faut bosser un petit peu des fois. Voilà. Donc, Jonas, Très bien. Eh C'est bien, à toi. voilà, petit rappel des faits. L'affaire Weinstein, oui, on s'est pas mis d'accord sur la prononciation. ouais. On sait qu'en anglais ils disent plutôt Weinstein, nous on dit Weinstein. Weinstein, c'est entre les deux, on sait de qui on parle. On dira toutes les prononciations. De toute façon, à partir du moment où on a une émission qui s'appelle d'Office ou The Office, je pense Oui. qu'on va pas donner de leçons de prononciation quoi. C'est ça. Donc, le 5 octobre 2017 sort une longue enquête dans le New York Times. C'est une enquête de longue haleine qui a été menée par Megan Tohey et Jodie Cantor. J'espère ne pas non plus écorcher leur nom, mais je vais les dire à la française, de toute façon. Et donc c'est à propos des agissements de Harvey Weinstein. À l'époque, c'est quand même important de rappeler que Harvey Weinstein, c'est quand même un des personnages les plus importants de l'industrie d'Hollywood. Le mec peut vraiment décider de votre carrière sur un claquement de doigts ou dans un appel, comme on l'a vu dans le film dont on va parler après. Et donc dans cette enquête, on révèle, enfin le New York Times révèle plutôt, que Harvey Weinstein a versé 8 paiements à des femmes pour une sorte d'arrangement à l'amiable parce que ces femmes souhaitaient porter plainte pour harcèlement sexuel. Et donc on apprend qu'avec ces paiements, il a un peu acheté leur silence. Dans l'article, Harvey Weinstein s'excuse parce qu'il dit avoir conscience de ses actes et pourtant, dès le lendemain, il change de ton et il dément toute relation non consentie. Son avocat a même porté plainte, mais malheureusement pour lui en tout cas, heureusement pour la cause des femmes on va dire, ça ne passe pas vraiment. Parce que le 8 octobre, donc 3 jours après l'apparition de l'article, il est licencié de la maison de production qu'il avait cofondée avec son frère, je pense si je ne me trompe pas. Voilà. C'est Miramax, c'est ça. Miramax, voilà exactement. Ouais. Je trouve que c'est un nom d'industrie de jeux vidéo, Miramax. Mais il y a les logos, enfin moi j'ai souvenir de regarder les films et tout ça et le gros logo Miramax avec des barres et tout ça, voilà. Donc ça doit vous dire un petit peu quelque chose si vous regardez un peu des films. Un petit peu. Un petit peu, légèrement. Et du coup, 2 jours après son licenciement, le New Yorker, cette fois, publie à son tour les résultats de sa propre enquête. Il s'excuse d'avoir rien fait, bien joué frérot, béton comme logique, exactement. Mais Ouais. écoute, je pense que il a un peu couru dans tous les sens pour essayer de se justifier, ça n'a jamais fonctionné. Ouais, on va en parler aussi parce que c'est aussi, ils en parlent dans le film aussi de sa réaction et de comment il a essayé de gérer tout ça, on va dire.
Donc dans les résultats de l'enquête du New Yorker, il y a les témoignages de 3 actrices qui accusent directement Weinstein de viol carrément. Le 12 octobre, donc une semaine après l'apparition de l'article, 2 enquêtes sont ouvertes simultanément à Londres et à New York pour des faits de harcèlement sexuel. Et encore 2 jours plus tard, il est exclu de l'Académie des Oscars. Alors parallèlement à tout ça, il y a le mouvement Balance ton porc qui monte en France. Le hashtag MeToo est lancé sur Twitter ou Facebook, je ne sais plus, le 15 octobre. Donc 10 jours après l'apparition de l'article, la boule de neige elle est totale, le mouvement est lancé et ne s'arrête pas, quoi. Il y a à ce jour un peu moins d'une centaine de femmes qui ont témoigné contre Harvey Weinstein. Ouais. Ça fait un bon petit paquet quand même. La liste est interminable, c'est glaçant. Ouais. Donc globalement, l'affaire Weinstein, elle a eu une résonance telle qu'aujourd'hui je pense que ça a été un peu un déclic de la libération de la parole des femmes. Aujourd'hui, il a été inculpé. Il couvre une peine de, je pense, 26 ans. 23. De ce D'abord que j'avais 23 ans. vu. En 2020, il a pris 23 ans. Ouais. Et là, maintenant, encore de nouveau, il y a un procès à Los Angeles. Ouais, c'est ça, il y a un autre procès qui est en Exact. cours. À la fin du film, justement, je sais qu'il y avait des petits encarts où il disait maintenant il a été condamné à 23 ans de prison. Et il y a encore Los Angeles, et je crois qu'il y a aussi à Londres. Il y a encore un autre procès qui va arriver. Donc disons que c'est 23 ans pour l'instant, mais il y a encore d'autres procès contre lui qui vont avoir lieu. Donc il y a moyen qu'il se prenne d'autres années de prison par-dessus. On parle même de prison à vie, on parle de... Ouais, c'est ça. Mais en fait, le truc, c'est que plus le temps passe, plus les plaintes s'additionnent, parce que plus les langues se délient, donc forcément, il se retrouve avec des peines qui s'accumulent. Et donc c'est aussi... Aux États-Unis, il n'y a pas de prison à vie, mais ils mettent des 300 ans de prison. Ouais, je sais pas si vous avez entendu ce qu'a dit Tariq, depuis son canapé, on joue à Clash of Clans. notre autre hôte gracieux qui est là. Coucou, voilà. C'est notre hôte. Voilà, et donc oui, qu'aux États-Unis, il n'y a pas de prison à vie. Il faudrait que je vérifie parce que je suis pas sûre. Parce que je pense qu'en Belgique et en France non plus d'ailleurs, il n'y a pas de prison à perpétuité. C'est ça, mais c'est un peu le cliché qu'on a. Je sais pas si vous voyez, genre comme dans Lucky Luke, dans les Dalton, où ils ont genre 383 ans de prison. Les références de ce soir, ça va être incroyable. Alors, mes références sont très bien, je ne te permets pas. Excuse-moi. Voilà. Alors Tariq, on a des réactions sur ton pantalon dans le chat. Voilà. Et on a aussi Prestigious et Zoé qui disent bonjour. Bonjour Zoé. Bonjour à tous les deux. Ça fait plaisir Bienvenue, de voir des gens. Merci. Et Tariq qui est très fier de son pantalon. Super content. Mais du coup, cette affaire, ça a été un peu un électrochoc. Ouais. Évidemment, le combat n'est pas terminé aujourd'hui, mais on observe quand même une certaine évolution. Je ne dis pas que l'affaire Weinstein est à l'origine de tous ces changements, parce que c'est quand même un processus qui est beaucoup plus complexe que ça. Mais ça a été quand même un gros coup de projecteur, en tout cas sur les violences faites aux femmes. D'ailleurs, on le dit dans le film, il y a une phrase qui revient, je trouve, c'est combien de Weinstein il y a dans le monde, si même à des femmes aussi fortes ça peut arriver, tu vois. Ouais, parce que on va en parler, mais oui, il y a cette idée de au départ, mais c'est des femmes, c'est des actrices connues, c'est des femmes connues qui ont une plateforme, et donc pourquoi elles ont rien dit si entre guillemets elles avaient la possibilité d'être entendues, et il y a ce truc en se disant si même elles entre guillemets qui ont du pouvoir médiatique et tout ça ne disent rien, qu'en est-il de toutes les autres qui n'ont pas cette plateforme et pas ce pouvoir là et qui n'ont pas cette capacité potentiellement de s'exprimer, quoi. Voilà, exactement. Et donc tout ça nous amène à peu près à la sortie du film, parce que c'était il y a 5 ans, mais il y a eu du chemin depuis. Et donc ce film retrace l'élaboration de l'enquête du New York Times par les 2 journalistes, Toei et Cantor. J'ai un accent dégueulasse, je suis désolé, je suis fatigué vraiment. Ouais, attendez, je vais essayer de mettre les noms dans le chat si je peux, comme ça on dit pas trop de bêtises. Vous voyez ce qu'on veut dire, donc les 2 journalistes, donc c'est... Ouais, et du coup, le film est inspiré directement du livre que ces 2 journalistes ont sorti, parce qu'ils ont sorti un livre après pour retracer cette histoire. Et oui, et sachant aussi qu'ils ont, en passant, gagné un prix Pulitzer avec leur article aussi. Qu'est-ce qu'un prix Pulitzer ? Qu'est-ce qu'un prix Pulitzer ? Ah merde, c'est ça le truc où il faut pas que je dise. Peut-être pas anonyme ici, on va dire. Voilà, le prix Pulitzer, donc c'est un prix américain, si je ne dis pas de bêtises, qui récompense le journalisme d'investigation, ou pas nécessairement ? Je pense que c'est... alors je vais vous lire, c'est remis à des personnes, journaux et magazines, revues ou agences de presse dans les domaines suivants: journalisme, littérature, fiction et musique. Voilà. Hop, donc on a les noms des 2 actrices que je vous ai mis dans le chat. Des 2 journalistes. Journalistes, pas actrices. Il y aura quelques lapsus, hein. Voilà, vraiment. On repart sur l'idée de on est fatigué. Voilà.
Émilie, merci pour le follow. Pour savoir qui c'est. Et oui. Et comment se fait-il que tu ne nous suivais pas avant? Attends, on va peut-être décaler parce que c'est sur la tête de Naed. Hop, attendez, hop, je mets l'annonce, on va mettre entre là, les deux. À gauche, pire. Ouais, allez, on va mettre juste ici. Ploup, comme ça on voit toujours ta tête. Parce qu'il n'y a pas l'affiche du film pour l'instant. C'est pas faux. C'est parce qu'on a prévu de mettre l'affiche du film. J'ai enfin récupéré mon compte. Emily is in the chat. Voilà. Emily dans la place, je traduis. Ouais. Je suis parfait bilingue en fait. Des confettis. Mais du coup, le film retrace la création de cette enquête. C'est quoi les défis de mener une enquête pareille? Comment on écoute les victimes? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Et donc, Maxence, est-ce que tu sais nous parler un peu plus du film précisément? Voilà, donc je vais parler un peu plus du film parce que, alors, je reprends mes petites notes. Et on passera une bande-annonce juste après, histoire que vous puissiez vous faire une idée. Est-ce qu'on en parle? On n'est peut-être pas la bande-annonce maintenant, du coup? Est-ce qu'on ne fait pas la bande-annonce maintenant? Ça peut être une petite idée. On va vous mettre la bande-annonce maintenant, comme ça vous voyez de quoi on parle, parce que bon, voilà, ici on est resté dans le factuel, dans l'historique, etc. Et comme ça vous voyez un peu ce qu'il en est, quoi. Ce qu'il en est, hop. Si j'ai tout bien fait mon travail, normalement, si je fais ça, ouais. Coupe peut-être le micro pendant, non? Je vais couper le micro. C'est parti. Why is sexual harassment so pervasive and so hard to address? Let's interrogate the whole system. Hi, my name is Jodi Kantor. I'm an investigative reporter for the New York Times. What have you got? I was told that the wrongdoing in Hollywood is overwhelming. I don't want to be quoted. Period. Understood. In your previous stories, How did you persuade women to tell you what had happened to them? The case I made was, I can't change what happened to you in the past, but together we may be able to help protect other people. The truth, basically. What is it exactly that we're looking at here? These young women walked into what they all had reason to believe were business meetings. I can still see it, the hotel room, the floor plan. He kept trying to touch me. I asked him to leave me alone. Instead, they say he met them with threats and sexual demands. I was young, scared. Hi, we're from the New York Times. I believe you used to work for Harvey Weinstein? People have tried to write this story before. He kills it every time. Harvey adamantly denies any allegation of assault. He played people. He was a master manipulator. Will you give me just one chance to talk to you? Are you sure that this isn't just young women who want to sleep with a movie producer to try to get ahead? This is bigger than Weinstein. This is about the system protecting abusers. The women who receive these settlements, they can't speak out. They'll be sued if they do. But if someone could speak freely about the payouts... What payouts, John? You have to imagine that every call you make is being recorded and you're being followed. Can you imagine how many Harveys there are out there? You want to get me killed? Do you wish you hadn't signed up for this story? Do you? No. The only way these women are going to go on the record is if they all jump together. We're all here, Harvey. Who have you talked to? I have 3 daughters, and I don't want them to ever accept abuse or bullying. I'll go on the record. Go write. It's time to write. This is all going to come out. I was silenced. I want my voice back. Hop, on est Ah là back. là. Voilà. Dans la bonne humeur et la bonne ambiance. Un petit film bien léger. Hop, oups, pardon, ça c'est moi. Voilà. Ok. Du coup, donc on a vu le film. Je vais juste vous parler vite fait de donc la distribution et tout ça. Donc ce qui est assez, donc les 2 actrices principales qui font donc les 2 journalistes qu'on a dit, donc Megan Toy et Jodi Kantor, elles sont jouées par Zoé Kazan et Carey Mulligan. De base, un verre d'eau, j'arrive. Un verre d'eau, c'est pas une mauvaise idée, ça. J'en veux bien, hein, si jamais. Une tournée de verre d'eau, allons-y. Donc, les 2 actrices principales. Moi, ce que j'ai trouvé, franchement, c'est que
elles ont vraiment réussi. Je trouvais ça hyper intéressant. Il y avait vraiment une espèce de... Les deux personnages des deux journalistes sont vraiment très différents l'une de l'autre et en même temps, elles se complètent vraiment bien dans le duo. Les premiers trucs, je vais essayer de reprendre. J'ai pris des notes pendant le film. J'ai fait vraiment genre... j'étais là avec mon appli de notes pendant le film. Je me sentais vraiment nulle à allumer mon téléphone. J'étais là genre tout le monde va me détester dans le cinéma. Mais je trouvais surtout que on les caractérise avant aussi le début de l'enquête. C'est-à-dire qu'on va avoir le personnage donc, de Megan Tohey qui, elle, a déjà, entre guillemets, une expérience dans le traitement des violences faites aux femmes et aussi des affaires comme ça, parce que on commence où elle est en train de finir un article sur Trump. Et si je dis pas de bêtises, c'est elle qui a sorti tous les trucs sur les cas d'agression sexuelle sur Trump avant son élection. Et je peux me... Vas-y, allez-y, l'idée c'est que là on discute. Ouais, ce que je trouve intéressant dans comment ils l'ont montré, c'est que dès le début, on montre ce qui se passe pour beaucoup de victimes, c'est-à-dire que les gens ne croient pas du tout ce qui sort dans la presse, et surtout elles se font lyncher sur la place publique, quoi, genre... elles se retrouvent avec des paparazzi devant leur maison, elles n'arrivent plus à sortir, on leur envoie des excréments par la poste. Du coup, je trouve que ça montre bien aussi l'idée d'impuissance et de... prendre les choses à la légère, de ne pas croire les gens. Ouais, c'est ça. Et aussi, en fait, ce qui est intéressant, c'est que comme on voit, entre guillemets, les répercussions, on voit déjà... donc la discussion qu'elle a avec une des victimes d'agression par Trump et on voit déjà entre guillemets où elle dit et s'il porte plainte qu'est-ce qui se passe et moi j'ai peur et tout ça, donc on a déjà entre guillemets la vision et la compréhension de c'est difficile d'avoir les témoignages d'une personne victime de harcèlement par une personne aussi puissante avec un peu cette loi du silence et cette omerta, mais pas au même niveau, on va dire. C'est un truc un peu différent, mais on a déjà un petit peu cette idée de c'est pas facile. C'est pas facile. Et la journaliste, à un certain moment, ne pouvait pas donner grand-chose, ne pouvait pas offrir vraiment protection. C'est ça. Et elle dit un truc genre, si jamais il me poursuit en justice, qu'est-ce qui se passe ? Et elle lui dit littéralement, le New York Times ne peut pas vous aider, vous êtes toute seule. Enfin, si nous, on peut pas vous donner de protection juridique. Donc il y a vraiment ce truc de, ok, donc tu témoignes dans un article et tout, mais si le gars après vient t'attaquer en justice, t'es toute seule et tu te débrouilles, quoi. Donc c'est quand même assez inquiétant, surtout que à ce moment-là on parle quand même de Trump qui est quand même il remporte les élections juste après, et il remporte on les élections. Par la radio. Voilà. Et donc il y a cette idée de aussi qu'on met il y a eu tous ces trucs là-dessus, l'affaire est sortie, on a parlé de ça, mais il a quand même été élu et donc ça n'a eu entre guillemets aucun impact quasi. Enfin, genre ça n'a pas eu le même impact sur le public. Et après on a donc l'autre personnage, Jodie Counter qui est jouée par Zoé Kazan, qui elle a littéralement, je me souviens quand je l'ai vue au départ, j'étais en mode on dirait un petit peu qu'elle vient de commencer en fait. Elle a un côté beaucoup plus jeune, beaucoup plus un peu entre limite un peu enfantin, elle porte un peu des robes à fleurs et des trucs comme ça, et puis elle a sur son gros sac à dos et ses lunettes et tous ses sacs et ses trucs. Il y a un côté un peu genre la stagiaire qui arrive. Je sens qu'elle n'est pas habituée, même dans son contact avec les sourcelles. C'est ça. Alors que de l'autre côté, tu vas avoir donc Megan Tohey qui elle a ce côté un peu genre entre guillemets, je mets des grosses guillemets sur tout ce que je dis, mais genre un peu grande dame où elle est là avec ses blazers et tout, elle est bien sapée. Son café, elle a un côté très un peu plus classe. Elle a beaucoup plus d'autorité aussi, voilà, c'est ça. Plus de fermeté. Et donc je trouvais ça intéressant parce qu'il y a ces deux personnages et en même temps elles ont toutes les deux au fur et à mesure qu'on les suit dans le film et tout ça, on en apprend un peu plus sur leur vie personnelle aussi, et ça je trouvais ça intéressant. Et elles ont vraiment ce côté de elles sont très différentes, mais après elles ont toutes les deux le même but et elles ont la même, je vais pas dire la même envie, mais genre la même motivation sur l'enquête et sur le truc. Et... On voit dans la bande-annonce d'ailleurs, il dit est-ce que tu regrettes de faire cette enquête, l'autre dit et toi, bien sûr que non. Et on le voit à des moments où genre même au début, avant qu'elles commencent l'enquête, elles sont H24 au téléphone, elles sont limite la nuit, elles répondent à des coups de téléphone, elles sont en train de... le truc de l'affaire Trump où tu vois la journaliste qui répond à 3h du mat en mode « Ah oui, d'accord », et elle répond tout le temps.
Et elle est là, ah quoi, oui, d'accord. Ah, je vais témoigner. Ok, trop bien, merci. Et il y a son mec à côté qui est là, quoi, qu'est-ce qui se passe? Enfin... Ça, je trouve ça super intéressant parce que, bon, on parlera sûrement après de ce que ça dit sur le journalisme et surtout le journalisme d'investigation. Mais à plusieurs moments dans le film, on montre à quel point c'est un métier qui est envahissant dans la vie privée, que genre, elles répondent à 3h du matin, elles répondent quand elles sont au lit, elles répondent quand elles sont avec leurs enfants. Parce que si tu ne décroches pas, ben t'as pas ton information quoi. Ouais, et c'est peut-être la seule occasion pour l'avoir quoi. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que je trouve qu'ils ont bien réussi à montrer aussi, parce que comme tu vas nous en parler après aussi sur les autres films d'enquête journalistique, là c'est des femmes. Et du coup il y a cette idée de la vie de famille, elles sont toutes les deux mamans au début. Il y en a une qui est enceinte, elle est enceinte pendant l'affaire Trump entre guillemets et après entre guillemets elle part en congé maternité et elle revient après son congé maternité et c'est là qu'elle part et elle revient pour l'affaire Weinstein. Oh là là. Ça n'élude pas certains problèmes liés à la maternité. Et là on voit qu'elle fait une dépression et tout. Il y a une dépression postpartum, quelque chose d'assez dur. Et le travail aide, elle le dit effectivement. C'est ça, le travail aide parce que ça lui permet d'avancer, d'avoir... Enfin voilà. Et il y a vraiment aussi cette idée que je trouvais assez intéressant quand même, c'est que, en tout cas dans la manière dont c'est filmé, j'ai l'impression qu'il n'y a pas nécessairement un jugement là-dessus, parce que souvent sur la maternité et le travail et tout ça, parce que, soyons honnêtes, elles ont un travail très 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 prenant, qui fait que... Elles sont pas, enfin ça se voit que des fois elles sont pas forcément autant là pour leurs enfants et que des fois elles doivent, genre elle est avec sa fille en train de faire des coloriages et il y a une source qui lui répond et elle est en mode, elle fait allô et elle lui dit oui je vais témoigner et littéralement elle écrit le mot de passe de la wifi sur le truc à sa fille, elle fait tiens et voilà genre va-t'en. C'est le mot de passe Netflix je pense. Le mot de passe Netflix je sais pas quoi. Genre va voir Netflix parce que genre et t'as de l'autre côté genre elle va te parler d'agression sexuelle et tout, tu fais oui j'ai pas envie que ma fille de 13 ans à côté entende ça ou enfin voilà. Donc il y a plein de trucs comme ça que je trouve assez intéressants et justement j'ai l'impression qu'il n'y a pas de culpabilisation en mode oh regardez c'est des mauvaises mères, elles s'occupent pas bien de leurs enfants. C'est assez neutre mais après on voit quand même l'impact que ça a sur leur vie et on voit aussi ce que je trouve quand même c'est trop, on voit jamais ces hommes là se plaindre. J'ai trouvé ça très idéal quoi. Oui voilà, c'est-à-dire que leurs maris se plaignent jamais, ils sont là en mode ouais je comprends. Je crois qu'il y en a une, si j'ai bien compris, je crois que son mari est aussi journaliste parce qu'il parle à un moment de ce qu'il est en train de faire, mais en vrai leurs maris ne sont pas vraiment très importants dans le film, c'est plus genre ils sont là, ils les soutiennent, ils comprennent, même si c'est difficile, mais ils les soutiennent quoi. Et il y a vraiment ce truc là que je trouvais assez intéressant. Parce que c'était à temps plein et il y avait des voyages, il y avait plein de choses à faire à différents moments. Et donc franchement, s'organiser entre elles et avec leur famille et leur vie privée et tout, ça c'est vraiment... Et on le voit vraiment... Oui, pour revenir juste là-dessus, donc ce film est basé... donc c'est pas un documentaire, c'est vraiment un film, donc c'est romancé et tout ça, et c'est basé sur le livre qu'elles ont sorti après qui s'appelle donc She Said. C'est romancé mais c'est apparemment assez fidèle à la réalité. Oui, mais c'est juste pour dire que c'est pas un documentaire, donc c'est pas le même truc et tout ça. Après moi j'ai toujours un petit peu dans ma tête le truc de... C'est très très bien filmé, on va en parler après, mais j'ai toujours dans ma tête le petit truc de genre, faut faire attention, c'est un film, ce n'est pas 100% la réalité, donc après il y a toujours aussi la vision de la réalisatrice et tout ça, donc faut faire attention parce que oui, pour moi c'est un film sur ce qui s'est passé, mais c'est un film sur les travers et les d'Hollywood et de toute l'omerta qu'il y avait dans ce milieu, mais il faut garder en tête que c'est aussi un film qui est fait par Hollywood du coup maintenant, vu qu'un des producteurs exécutifs est quand même Brad Pitt. Donc moi j'ai toujours ce truc où je me dis, je suis pas en train de dire que ça a été fait avec mauvaise foi ou quoi que ce soit, mais je me dis il faut toujours prendre avec un petit grain de sel en se disant, est-ce qu'il y a peut-être aussi d'une certaine manière ce truc de l'industrie qui... Est-ce que pour eux c'est pas aussi une manière de soit... un mea culpa. Peut-être un mea culpa, ou peut-être aussi pour eux ça peut être entre guillemets... une manière pas de se racheter une image, c'est peut-être un peu trop fort comme c'est un peu fort, j'irai pas jusque là, mais ouais peut-être un mea culpa. C'est la mode encore, et voilà, c'est encore le moment où on parle le plus de féminine, c'est encore il n'y a pas meilleur timing pour sortir ça. Oui c'est ça fait 5 ans, voilà. Mais cela dit, je trouve que ça reste un
bon. Moi, ça m'a vraiment mis une claque. Quoi. Ah ouais, mais pareil. Donc du coup, toi, tu l'as vu à la première, donc le 23 novembre. De la GP, oui, c'était le 15 novembre. Le 23, c'était voilà. Dans les salles. Et donc, oui, on l'a vu en version originale, du coup, encore. Et je pense que, bon, c'est mon avis, parce que, voilà, je pense que tout le monde, plein de journalistes y étaient en solidarité. C'est qu'on aurait ce travail de journaliste, si je me permets d'en parler davantage sur le journalisme d'investigation. Et donc, on voit tout au long du film, bien entendu, cette enquête, cette investigation, ce qu'on a appris, effectivement, on le voit concrètement, si vous voulez. Clairement. Mais à cette poursuite, c'est inlassable, donc on lâche jamais. Hein? Et bien entendu, il faut dire que les deux, c'est un journal très important. Et un journalisme d'investigation est vraiment basé sur des vérités, des enquêtes, des recherches, mais des ça se sent, entretiens. Ils savent que s'il n'y a pas les faits derrière le témoignage, ils ne le sortiront jamais, on le sent dans la progression du film. Et ça, c'est hyper intéressant parce qu'il y a tout ce passage où elles ont plein de femmes qui leur disent des choses, mais toujours en off. Jamais elles veulent pas être citées, elles veulent pas que ce soit utilisé et tout. Donc elles ont énormément de témoignages. Donc elles se disent c'est pas possible que ce soit faux, mais elles ont pas de preuves, elles ont pas de documents. Toujours, elles cherchent une victime, une autre, même si elle leur lance un mot qui leur permet d'aller plus loin dans l'investigation. C'est ça. Bon, ils frappent aux portes des gens. Ouais. Ah, ça, il faut en parler. On dit juste bonjour au chat parce qu'il y a des nouveaux gens qui sont là. Voilà. Bonjour à tous. Véroté. Oui. C'est ma maman. Ouais. Peut-être pour éviter les plaintes en diffamation. Oui. Donc voilà, peut-être pour éviter les plaintes en diffamation. Qu'ils ont fait le film du coup. Ouais, qu'ils ont fait le film. Ou peut-être qu'ils l'ont fait plus en tant que film et pas en tant que documentaire, peut-être. Parce que comme si c'est un film, ça peut être considéré comme œuvre de fiction, donc je sais pas. Après, ce qui est aussi intéressant, c'est de noter qu'il y a beaucoup, sachant, voilà, c'est un film de Hollywood, il y a par exemple Ashley Judd qui fait partie des actrices qui ont accusé Weinstein dans l'article et qui, elle, a témoigné de son histoire avec son nom, elle a accepté qu'on parle de ça. Et ben... Ashley Judd est dans le film et elle joue son propre rôle. Ce qui doit être particulièrement éprouvant, je trouve. Ouais, ça doit être très difficile parce que donc, c'est une actrice, elle connaît ça, mais là elle joue son propre rôle et dans le film, elle raconte son agression quand même. Donc c'est une actrice qui joue son propre rôle mais qui raconte sa propre histoire et voilà. Donc il y a toute une autre couche de... Voilà. Ça ajoute vraiment un côté... C'est comment dire, ça met une claque en fait. Ça met une grosse claque parce qu'il y a ce côté où on sait que c'est un film, mais les vrais gens sont dedans. Par exemple, il y a aussi Gwyneth Paltrow qui faisait partie des femmes qui ont été interrogées. Elle n'est pas citée dans l'article final parce qu'elle ne voulait pas, voilà. Dans le film, elle n'apparaît pas, mais elle est citée, voilà. Et on sait que les journalistes la rencontrent et par contre il y a un moment un coup de téléphone avec elle et je me suis renseignée, Gwyneth Paltrow c'est elle-même qui fait sa voix dedans. Alors que par exemple justement à un moment il y a la voix de Trump qui n'est pas Trump du coup, qui est fait par un comédien qui le joue très bien, je par trouve. un comédien qui a un peu irritant. Justement apparemment c'est un des comédiens qui après a été c'est un humoriste si je dis pas de bêtises qui a joué Trump dans le Saturday Night Live après pendant assez longtemps. Du coup d'où la voix bien travaillée on va dire parce qu'il la connaît bien. Et donc oui, il y a Ashley Judd qui joue son propre rôle et qui a des scènes mais qui moi m'ont retourné vraiment genre émotionnellement, c'est super fort. Bonsoir Gerasimos Twitch. Bonjour. Il faut pas être déprimé un jour de brouillard pour voir ce film. Complètement. Tout à fait. Complètement. Parce que nous deux on est allés le voir hier soir pour voilà, et je vous avoue qu'après une journée un peu longue et un peu fatigante, après une semaine un peu longue et voilà, on est sorti du truc, on était là, on s'est regardé en mode genre voilà. On est sorti du cinéma, on a vu la police monter de Bruxelles courir après des Marocains. C'était lunaire. Vraiment on était là genre qu'est-ce que c'est que ce truc. Ah vraiment. Mais donc du coup il y a
il y a donc les actrices qui jouent leur propre rôle et je vais te laisser reparler justement du journalisme d'investigation par rapport au film parce que tu avais tout un truc que tu voulais dire là-dessus et je trouvais ça vachement intéressant. C'est intéressant parce que au fait un journalisme d'investigation, d'enquête n'est pas possible sans bien sûr le journal lui-même, sans l'éditrice, sans voilà. Et là, je m'arrête un peu sur The New York Times, qui est effectivement... Oh pardon, oui, attends, juste 2 secondes, j'ai oublié de mettre l'affiche du film, excusez-moi. Et oui, donc Actu Ciné, on parle de She Said, donc le film... attendez, vas-y, continue ton truc, je vais mettre dans le chat et je vais le piner, comme ça vous saurez un petit peu. Alors, j'ai pris des notes. Rebecca Corbett, effectivement, c'est dans son rôle de l'éditrice, voilà. Et c'est elle, au fait, qui à un certain moment, qui donne le conseil. Elle voit bien qu'il faut faire bouger le système. Elle parle d'un système. Alors, il ne s'agit pas uniquement d'une seule personne. Elle sait bien que derrière ça, il y a plein de femmes qui ont eu pas mal d'agressions. Et donc, c'est pourquoi elle suit effectivement les 2 journalistes pas à pas. Elle est avec eux à chaque moment de leur investigation. Ils cherchent son conseil et elle les soutient même la nuit, le soir, elle est là, elle leur demande à un certain moment de partir. Le soutien, c'est à la fois psychologique mais aussi financier. À un certain moment, la journaliste, elle va à Londres pour chercher l'information. Elle voit le mari de la femme, elle rentre et on voit bien que l'éditrice, elle les soutient jusqu'à la fin. Ouais. Et même quand... Et le rédac-chef aussi. Exactement. Ils sont à fond derrière l'équipe. Et ça, c'est génial, c'est qu'il y a vraiment ce truc de... Les journalistes, depuis le début, elles sont soutenues par leur hiérarchie, par leur éditrice, par leur rédac-chef, et leur rédac-chef qui connaît un peu Harvey Weinstein, vu que Harvey Weinstein connaît un peu tout le monde. Elle est éditrice de plusieurs autres, comme Wikileaks et comme Snowden, donc elle a déjà pas mal fait à propos d'histoires vraiment très intéressantes, très importantes. Et elles connaissent très très bien, tout le monde connaît très très bien les risques. Il y a dans cette histoire, il y a les avocats du journal, il y a plein ils pensent beaucoup à un certain moment ce qui pourrait arriver suite à la publication d'un tel article. Et à un certain moment, voilà le moment où on souffle vraiment. She said yes. Oui. Voilà. She said yes, et il y a elle a dit oui, je vous permets d'utiliser citer mon nom et d'utiliser mon histoire. Et ce qui était le plus difficile à mon avis, c'est qu'il n'y ait pas une seule personne qui accepte, mais c'était plusieurs femmes, et c'est ce qui fait vraiment la force de l'article, et c'est ce qui fait la force vraiment de cette investigation qui aboutit, et on ressent très très bien les journalistes qui à un certain moment sont émus, bouleversés par enfin que les témoins acceptent d'être nommés et d'être annoncés dans... Ouais, c'est vraiment c'est un truc où vraiment, enfin, il y a pendant tout le film, en fait, j'ai l'impression, enfin, moi littéralement il y a eu des moments où j'étais comme ça sur ma chaise en mode genre je vais mais le stress, mais c'est très pressurisant en ou fait. genre vraiment où tu vois, en fait, c'est-à-dire que c'est pas on appelle des gens, on a des témoignages et puis c'est un peu difficile, mais finalement ils ont dit oui, non, c'est on a des trucs mais en fait on a rien, mais on a des trucs et en fait on a rien, et puis elle a une histoire mais elle veut pas parler, elle a une histoire mais elle a signé, truc très important, les clauses de confidentialité. Et donc du coup c'est ce dont Jonas parlait au début du stream, les 8 clauses de confidentialité que Harvey Weinstein a fait signer, avec des femmes qui voulaient l'attaquer en justice. Le problème c'est que à ce moment-là, et en fait c'est hyper bien expliqué parce qu'il y a ce truc de souvent où on peut dire mais elles ont signé, elles ont touché de l'argent, donc machin, enfin... Mais aussi il y a une explication où elles disent mais en fait c'est la seule option viable en fait. C'est ça, et il y a aussi ce truc où pour beaucoup d'entre elles, le fait qu'ils acceptent, enfin qu'ils payent de l'argent et qu'ils fassent tout ça, c'est aussi pour elles, à ce moment-là, c'est
une manière c'est une confession de culpabilité pour elle, et donc sur le moment ça les soulage, parce qu'il y a cette idée genre s'il veut payer pour que je me taise, ça veut dire que il est conscient de ce qui s'est passé, il sait qu'il m'a fait du mal, tu vois. Et en fait le problème c'est que d'une certaine manière oui, mais le problème c'est qu'après elle ne peut plus rien dire, et vraiment elle dit à des moments, enfin on voit au fur et à mesure un peu les clauses de ses contrats, et genre c'est lunaire, le truc où le contrôle est vraiment sur tout, où genre si elles veulent aller voir un psy, il faut qu'elles demandent l'autorisation, si elles pour en parler à leur famille, pour en parler à leurs proches, elles peuvent en parler à personne, elles peuvent, si jamais elles veulent parler à des médias, elles n'ont jamais le droit de parler à aucun média de ça, de toute leur vie, c'est... Bref, pardon, le chat, il y a eu beaucoup Du coup, Gérasimos qui demande si tu dois aller voir un film au ciné cette semaine, selon vous lequel. On en a pas vu beaucoup, on en a vu qu'un. On en a vu qu'un du coup. Mais du coup, oui, She Said, en fait, personnellement, je définirais ça comme un film utile. Ouais. Parce que ça en raconte beaucoup à la fois sur les agressions sexuelles et sur le journalisme d'investigation. Je pense que c'est toujours intéressant d'avoir un petit rafraîchissement de mémoire sur ces deux sujets-là, en tout cas. Ouais, franchement, c'est un film utile, et comme tu disais, mais surtout, c'est hyper intéressant aussi, même sur... après, je suppose que nous, en tant que futurs journalistes, forcément, je pense que ça nous parle aussi beaucoup. Parce que ça fait partie, ça nous parle de notre métier et de potentiellement ce qu'on peut vouloir ou pas faire, parce qu'on n'est pas tous des journalistes enquêteurs, pas encore, en tout cas. Voilà, ou peut-être ils n'ont pas du tout envie pour certains. Moi je sais que c'est pas forcément un truc ça a l'air très très compliqué, très dur. Du coup je sais pas si c'est forcément full des trucs que j'ai envie de faire, mais c'est hyper intéressant, hyper inspirant. Voilà. Cinéphile ou journaliste d'investigation? Très bonne question. Je pense qu'on peut être les deux. Mais peut-être... à titre personnel, je me rangerais plutôt dans la catégorie journaliste. Investigation, pas encore, mais cinéphile, j'ai une culture cinématographique proche de zéro. Je suis pas d'accord, parce que tu dis ça à chaque fois, et après t'as toujours des petits refs et des trucs. Oui, mais en fait, j'ai une série de références. En fait, j'ai un catalogue limité de genre 20-25 films, et je te sors que des références vis-à-vis de ça. Après, moi je considère qu'on n'a pas besoin d'avoir vu l'entièreté du cinéma français et belge et d'ailleurs pour pouvoir parler de cinéma. On peut parler de cinéma sans forcément s'y connaître à fond, et je trouve que ça reste quand même quelque chose de très intéressant, et on peut donner son avis. Voilà. Et Akula soulève une question que je trouve intéressante. Quand tu dis utile, c'est utile pour les femmes, pour les actrices, pour les journalistes, pour tout le monde. Mais un peu pour tout le monde en fait, parce que quand tu vois, en fait il y a une question qui est soulevée dans le film et qui est assez intéressante, c'est si ça peut arriver, on l'a dit il y a une dizaine de minutes, peut-être que tu n'étais pas encore là, si ça peut arriver à des femmes qui ont déjà un pouvoir médiatique comme des actrices, ça peut arriver à des femmes qui sont puissantes comme on peut l'imaginer, à combien de personnes ça peut arriver dans le monde, quoi. Et du coup, vu que c'est un phénomène qui est à ce point systémique et global, c'est utile pour tout le monde d'avoir une petite piqûre de rappel là-dessus, pour au moins être conscient que ça peut arriver un peu à n'importe qui, et que il faut être à l'écoute, quoi. Et ce qui est hyper intéressant, c'est aussi la manière dont c'est abordé, et je trouve que ça déconstruit quand même beaucoup de mythes et de discours par rapport à ce genre de choses. Que ce soit par exemple, on apprend quand même, on le voit qu'il y avait quand même Gwyneth Paltrow, qui est quand même, tout le monde la connaît un petit peu, c'est une actrice très connue, et on se dit, même elle n'a pas voulu être citée dans l'article. Alors je sais pas pour quelle raison on ne le dit pas. Est-ce que c'est parce qu'elle avait peur pour sa carrière? Est-ce que c'est parce qu'elle avait peur pour le reste? Bon, je pense que c'est un peu tout ça. Il y a cette idée de, en tant qu'actrice, si t'es arrivée jusque là, tu dis, est-ce que si je témoigne là-dedans, ça va me détruire l'entièreté de tout ce pourquoi j'ai travaillé pour être jusque là maintenant, et du coup je vais perdre tout mon travail, tout mon argent, et tout ce que j'ai fait, ça va être réduit à néant juste parce que j'ai témoigné. Et du coup malheureusement des fois il y a un choix qui est fait, il y a ça déjà, et après il y avait tout le côté aussi où que j'ai trouvé très intéressant, il y a ce truc de pas que les victimes en fait ne sont pas vraiment montrées en tant que des victimes. Il y a ce moment que j'ai trouvé hyper fort vers la fin entre guillemets, où au fur et à mesure quand les femmes témoignent, on voit au fur et à mesure donc les femmes qui vont témoigner qui
sont des femmes, on va dire, plus âgées, donc vers la quarantaine, on va dire, quand elles témoignent et qu'elles parlent à la journaliste. Et donc on va avoir des images, entre guillemets, de flashback de ce moment-là où elles étaient plus jeunes, parce qu'à chaque fois, ce sont des femmes jeunes, ce sont des femmes vers 20 ans, généralement, donc qui sont jeunes, qui sont potentiellement un peu influençables, qui viennent de commencer leur carrière, qui ne comprennent pas nécessairement dans quoi elles s'engagent au début, parce que justement, il y a toujours ce truc de... Il les invite pour parler d'un projet, pour parler d'un script, et donc elles, à la base, elles vont tout le temps il les invite dans sa chambre d'hôtel en disant on va parler d'un scénario, je vais te présenter des gens, machin et tout ça, et donc elles se disent bah ça va m'aider pour ma carrière, et sauf que c'est pas du tout ce qui se passe. Et ce qui est très intéressant, et là je viens plus pour le côté cinématographique, c'est que on ne voit jamais une seule agression dans ce film. Ça, je voulais en parler. Et ça, je trouve ça d'une force, mais phénoménale. Parce qu'on ne voit rien. Harvey Weinstein, en tout cas, il est joué par une personne mais à un Harvey moment. Weinstein, on ne le voit pratiquement pas. Hein. Mais on le voit que de dos, et quand il vient au New York Times. On ne le voit qu'à la fin, en fait. Voilà, et en fait, même dans les flashbacks et tout ça, on ne le voit jamais. Et en fait, on va à chaque fois voir, soit, je sais pas si vous avez... Je vais essayer de vous remontrer le truc de la bande-annonce, parce qu'on voit ces moments à un moment... tac, voilà. Je vais juste vous montrer vite fait... pardon. Faut couper le Yeti aussi. Non, parce que je vais garder ma voix, mais je veux pas mettre le son, c'est juste pour vous montrer l'image. Ploup, ploup, ploup. Voilà. Donc, c'est pas ça, tac, c'est avant. Et du coup, Gérasimos qui demande si on a lu le livre avant. On n'a pas lu le livre avant, par contre, ça nous a donné beaucoup envie de le lire. Surtout que c'est un prix Pulitzer en plus. Ouais, moi j'ai très très envie de le lire. Et juste voilà, pour voir par exemple ça, alors attendez, je vais essayer de le mettre en plus petit peut-être pour qu'on voit quand même nos têtes. Bonjour, voilà. On fait un peu avec les moyens du bord aussi. Et donc là, voilà, il y a ce plan que je trouve, mais enfin voilà, c'est pas le seul, mais c'est donc la première fois, je crois, qu'on entend un témoignage d'une des agressions dans le film. C'est pas la première fois. En fait, j'ai noté en fait, à chaque fois qu'il y avait un témoignage, j'ai noté par... en fait, je crois que ça allait crescendo l'explicitation des violences sexuelles. En fait, il y a d'abord une ellipse complète où on se retrouve avec la fille mais qui court dans la rue seule après coup. Il y a ensuite un témoignage mais sans aucune image, où genre on voit des plans d'illustration ou quoi. Et ensuite seulement on a ces images de l'hôtel où ça s'est passé, avec une narration directe de la victime. Voilà, et donc en fait, on a ce plan, en fait, c'est 4, si je me souviens bien, c'est 4 couloirs de chambres d'hôtel différentes. Si je dis pas de bêtises, enfin moi j'avais un souvenir d'en avoir vu 4, j'avais noté ça sur mes notes. Et en fait c'est juste voilà, ce couloir d'hôtel, et on a la caméra qui avance tout doucement, et on a juste la femme qui raconte ce qui s'est passé. Et on ne voit rien, il y a juste ça. Et waouh, enfin moi ça m'a mis une énorme claque à ce moment-là. Et après, il y a aussi un autre moment, voilà, où en gros, voilà, on ne voit rien, mais on voit des plans fixes sur des éléments du décor de où ça s'est passé. Et donc, il les invite dans sa chambre d'hôtel, il les invite à manger des trucs, on regarde un scénario, et voilà, il est en peignoir, et il vient faire un massage, tout ça. Et donc voilà, il y a ça, pareil là, donc on voit, des trucs par terre, donc ça veut dire qu'il y a potentiellement eu un peu une lutte, ses affaires sont par terre. Là, pareil, voilà, le peignoir est sur le lit, donc ça veut dire qu'il n'a plus son peignoir. Enfin voilà, donc on ne voit rien, tout est suggéré, et moi personnellement, je trouve que c'est beaucoup plus fort et beaucoup plus impactant que n'importe quelle agression qu'on aurait pu voir en vrai, parce que avec le retour le témoignage de la personne, je trouve que c'est beaucoup plus fort, moi personnellement. Il y a une question récurrente dans le chat de Gérasimos et Akula qui se pose une question. Pensez-vous que cela ne se reproduira plus grâce à ce genre de film? Alors personnellement, je pense pas que ce film va empêcher les choses de se passer. Non. Parce que c'est un film qui va s'adresser surtout à des convaincus. C'est-à-dire que c'est pas les personnes qui agressent d'autres personnes qui vont aller voir ce film en se disant « Ah mais attends, ça part de l'affaire Weinstein, et si j'allais avoir un déclic en allant voir ce film ?» quoi. Par contre, si on partage ce film à d'autres personnes autour de nous, en leur disant « Écoute, c'est vachement bien produit, de toute façon, que tu connaisses l'histoire ou non, tu passes quand même un moment intéressant en le regardant », tu peux au moins les sensibiliser une première fois
et au moins ils ont ça un peu dans leur oreille, tu vois, en disant ça peut arriver, du coup c'était intéressant de se renseigner un petit peu, d'écouter, etc. Mais c'est sûr que ce film, les gens qui étaient dans la salle, c'est des gens qui s'intéressent déjà au sujet, qui sont déjà un peu sensibilisés à la cause, donc je ne pense pas que ça peut faire bouger les lignes. Maintenant, ça peut donner une référence à des personnes qui commencent à s'y intéresser. Ouais, et moi je pense plus pour l'avenir. Là, le film vient de sortir, donc les gens qui vont aller le voir tout de suite, je pense que c'est, voilà, entre guillemets, déjà des convaincus. Mais je me dis que ce film, il peut servir pour plus tard. Aussi pour, je sais pas, c'est peut-être un peu fort, mais je me dis ça peut être un film qui peut être étudié à l'école, pour peut-être dans des cours par rapport... Enfin, je sais pas si l'affaire Weinstein, peut-être que d'ici 10 ans, ce sera étudié à l'école, tu vois, en histoire, j'en sais rien. Donc peut-être que... C'est déjà annoncé à l'Académie Reuters encore à un certain moment. Okay. Et au fait, ça fait partie des films d'investigation où on montre le pouvoir des médias. C'est ça. Et donc, je peux parler de... Donc c'est ça aussi, où tu voulais nous parler aussi, voilà, parce que les films d'investigation journalistique, il y en a plus. Enfin, c'est un genre spécifique du cinéma aussi. Oui. Moi, j'avoue que personnellement, j'en ai pas vu beaucoup. Moi, j'en ai vu plus Nahed, l'experte entre nous trois. Il y a d'autres, mais comme quoi j'ai vu ces deux films, je ne peux m'empêcher de voir les ressemblances avec ce film, effectivement. Ce sont des faits authentiques. Je prends The Post. C'est un film historique américain, Steven Spielberg, bien entendu, sorti en 2017. Et donc, c'est la publication des Pentagon Papers par le New York Times et la Washington Post en 1971. Alors, Graham, Catherine, rédactrice en chef du Washington Post, décide malgré tout, contre l'avis des bien sûr avocats du journal, de publier dans le journal ce rapport-là qui dit que ça va pas, les États-Unis sont dans une guerre, la guerre du Vietnam bien sûr, et à quel point la tromperie avait été dominante au cours de l'histoire des États-Unis. Et donc ça commence bien sûr, ça déclenche une série d'investigations, etc. Et les médias, la Washington Post par exemple et Times, sont ensemble dans cette bataille. Un autre film, Les hommes du président, ou All President's Men, c'est un film américain réalisé par Pakula. Il est sorti en 76, acteur Dustin Hoffman, Robert Redford bien entendu. Alors l'adaptation du livre de Bob Woodward et Carl Bernstein, les deux journalistes qui ont enquêté sur le scandale du Watergate. Donc bien sûr, on sait bien Watergate, les bureaux qui étaient défoncés, on était en train, c'est une affaire vraiment qui a abouti à la démission de Nixon, le président américain, bien entendu, qui voudrait bien sûr continuer son mandat, etc. Et on raconte les péripéties de tout ça, et on revient encore à dire que le journalisme d'investigation et la presse pourrait aboutir bien sûr à révéler des choses quand même à un certain moment, sensibiliser, et le pouvoir des médias y est encore, grâce bien sûr au soutien de la ligne éditoriale et tout ce qui est engagement. Mais c'est aussi, juste pour revenir par rapport à ça, on parle donc du côté cinématographique, c'est vrai que je me dis, quand tu disais qui va voir ce film et tout, je me demande s'il peut pas aussi avoir des gens qui vont aller voir ce film du coup avec cet angle-là, cet angle de le film d'enquête journalistique, et parce que c'est aussi un genre que certaines personnes peuvent apprécier, voilà, qui est assez, surtout, j'ai l'impression que c'est un truc aussi assez culturel aux États-Unis, où le journalisme d'enquête et le fait de faire des films dessus, c'est un truc qu'ils font souvent. Donc je me demande si ça peut peut-être pas toucher plus de gens sous cet angle-là, plus que sur l'angle de la lutte contre les violences, le harcèlement sexuel ou ce genre de choses. Non, c'est quelque chose qui peut arriver. Et je reviens encore sur le chat, parce qu'il y a un vrai débat dans le chat. Il y a un gros débat. Alors du coup, on va venir vous écouter un peu. En fait, ce qui est mis en évidence, notamment par Akula, c'est que tu ne comprends pas dans ce genre d'affaires pourquoi les victimes ou les proches des victimes n'ont pas tenté de prévenir qu'il était chelou, qu'il fallait éviter d'être seul avec lui. En fait, et c'est pour ça qu'on vous encourage à aller voir le film. C'est qu'en fait, on se rend pas forcément compte du système que mettait en place Weinstein. C'est-à-dire que si tu en parlais à des collègues, si tu en parlais à qui que ce soit, en fait, il s'arrangeait non seulement de ruiner ta carrière, mais ruiner ta vie, en fait. Il appelait d'autres réalisateurs, il appelait d'autres producteurs, et il disait, ok, cette personne, faut pas l'embaucher, cette personne, ça s'est passé super mal. Et du coup, en fait, pour des gens qui ont un rêve, pour des gens qui essaient vraiment de percer dans un milieu, en parler, c'est signer juste l'arrêt de tout ce que tu veux faire, en fait. Et c'est hyper intéressant aussi de voir que
tout le monde savait en fait dans le milieu, tout le monde était au courant, mais qu'il y avait cette espèce de loi du silence où tout était étouffé. Il y avait, on voit les comptables qui étaient au courant parce qu'eux ils ont payé les indemnités aux femmes, les avocats qui le défendaient qui étaient au courant, le bureau des directeurs de son entreprise qui était au courant, parce que justement une des choses qui finit par, un des papiers en fait qui finit, et des documents qui finit par être la clé entre guillemets de la publication de l'article, c'est une note interne d'une cadre de Miramax qui a fait qui a fait remonter cette note au bureau des directeurs pour se plaindre du comportement de Weinstein qu'il avait à son encontre, en disant que que c'était une professionnelle et tout ça, et qu'elle était dégradée, elle était que en gros il la traitait extrêmement mal, et que qu'il avait des comportements déplacés et tout ça. Et quand elle a fait remonter ça à la direction du studio, la note a disparu, et quelques jours après cette femme a démissionné et elle a disparu de la circulation. On n'en a plus jamais entendu parler en fait, parce que justement il y a eu cette idée ils lui ont fait signer un NDA, donc une clause de confidentialité et tout ça, et voilà. Et donc il y avait aussi ce problème-là pour les journalistes, beaucoup de ces femmes avaient signé une clause de confidentialité, et donc elles n'étaient légalement pas capables de parler de ce qui s'était passé, et elles ne pouvaient pas témoigner parce qu'elles avaient trop peur d'être attaquées en justice, parce qu'elles avaient signé un papier en disant qu'elles n'en parleraient pas. Donc tu n'en parles pas car ta carrière est foutue, Céline Gerasimos. Même au-delà de la carrière, ta vie est foutue en fait, parce que, et moi ça on l'a vu au tout début du film, et je pense pas que tu étais déjà sur le live. En fait, le film commence donc sur la couverture, la révélation d'agressions sexuelles commises par Donald Trump, et les victimes déjà sont uniquement réduites au statut de victime dans leur vie. Et elles se retrouvent avec des journalistes devant leur porte, plutôt des gens, des paparazzi on va dire. Ils se retrouvent avec des menaces par téléphone, avec des courriers remplis d'excréments. Ça va au-delà de la vie professionnelle, ça atteint ta vie personnelle à ce stade, quoi. Les victimes et aussi les journalistes, parce qu'on a ce plan dont je me souviens hyper fort, où la journaliste, mais moi j'avais peur pour elle, vraiment je sentais l'angoisse à sa place, où tu la vois qui marche dans la rue, elle reçoit un appel, elle décroche, et t'entends juste une voix un peu rauque au téléphone d'un homme qui lui dit, trigger warning pour les gens, qui lui dit je vais te violer, je vais te tuer, et jeter ton cadavre dans le fossé, ou un truc comme ça, et il raccroche quoi. Tu fais genre, moi j'ai pensé qu'il est là. Ouais, je me dis, il est là. Ouais, c'est ça. Il va lui arriver un truc, j'ai fait ça va se transformer en thriller, film d'horreur, je sais pas quoi, mais grosse force aussi aux personnes dans le chat qui témoignent de leurs propres expériences et qui en profitent pour parler du sentiment de honte, qui est très important. D'ailleurs, on m'envoie des SMS où on me dit le sentiment de honte est extrêmement puissant et paralysant, les hommes sont victimes dans d'autres affaires. Enfin, il y a beaucoup un gros sentiment de honte qui est très... c'est difficile pour quelqu'un de parler de ce genre d'expérience. Et donc, on me parle aussi d'une piste d'espoir, l'éducation non basée sur les rapports de force. C'est-à-dire ? C'est tout ce qu'on m'a dit. Ah ok, pardon, parce que je suis pas sûre de bien comprendre en fait. Mais je pense que le problème en fait est à voir beaucoup plus en amont, en fait, que même dans l'éducation des jeunes filles, des jeunes garçons, très tôt on doit leur parler de la notion de consentement par exemple. Et en fait c'est... Franchement, on repart toujours sur le truc. Et je pense qu'il faut aller voir ce film parce que c'est très... On peut vous en parler autant qu'on veut, mais ce sera jamais aussi impactant que... Enfin, ce film est très bien fait et amène vraiment ça. Où il y a justement ce plan d'hôtel et tout ça, où on entend... Je sais pas si c'est le vrai enregistrement de la conversation ou pas. Oui, je pense que c'est le vrai. J'avais cru voir que c'était le vrai. Ouais, donc il y a cet enregistrement de la conversation donc dans une chambre d'hôtel d'une actrice qui avait eu donc déjà une rencontre entre guillemets, qui avait déjà été agressée sexuellement par Harvey Weinstein, qui allait porter plainte à la police. Ils lui ont mis un micro et donc elle y est retournée. Déjà pardon, mais quel courage, parce que moi c'est pas possible. Et il y a donc cet enregistrement qui malheureusement n'a pas suffi à le condamner à l'époque, parce qu'il considérait que c'était pas une preuve assez probante. Et donc on a cet enregistrement
où c'est le truc qui fait non mais viens, allez, c'est bon, tout va bien, et viens t'asseoir à côté de moi, mais je veux juste que tu me fasses un massage, et il est de plus en plus insistant, et de plus en plus ferme dans sa manière de le faire. Presque menaçant, à la fin ça finit par des menaces, si tu le fais pas, je vais te pourrir dans le milieu, c'est terminé pour toi, ne m'appelle plus jamais. C'est ça, et ce truc horrible où... on l'apprend au fur et à mesure, où il dit mais non mais je vais rien te faire, je te le jure sur la vie de mes enfants, et il jure tout le temps sur la vie de ses enfants. Et t'es là, tu fais genre oh là là. Donc voilà, enfin il y a tout ce climat aussi de peur, de tension, de honte et tout ça. Je trouve qu'ils ont vraiment très très bien réussi à nous le transmettre. Parce que moi, je vous jure, j'étais comme ça sur ma chaise, j'étais pas bien du tout. Et juste, je voulais revenir parce que j'ai vu dans le chat un truc que je trouvais intéressant. En dehors du film, en tant que journaliste d'investigation, tu aurais réagi comment ? Alors, précisons tout de même que nous ne sommes actuellement qu'étudiants et journalistes en herbe. On travaille de temps en temps à certains endroits. Oui. Mais pour l'instant, on est surtout encore étudiants. Maintenant, on peut quand même apporter une réponse en tant qu'étudiant en journalisme. Je peux dire une chose. Ce film, Jodi Kantor a dit, il est très rare qu'une production de Hollywood devienne une sorte de séminaire de journalisme, mais une des raisons pour lesquelles nous sommes tellement honorés par ce film, c'est qu'il montre combien le journalisme d'investigation peut être galvanisant, même si le sujet qu'il occupe est très pénible. Le film montre bien la satisfaction et l'inspiration que nous avons ressenties durant cette enquête. Donc encore une fois, nous revenons pour reconnaître l'importance de l'investigation journalistique qui aboutit quand même, que ce soit à la sensibilisation, à la révélation, à la condamnation. Et c'est vraiment pour encourager d'autres personnes à révéler, les violences sexistes sont nommées finalement en public. Ouais. Il s'agit d'une libération de la parole, comme vous venez de dire, mais aussi une libération de l'écoute. Donc souvent elle a dit ça, donc on n'a pas vu. Elle le dit, mais il suffit de le dire, parce que le dire déjà, c'est déjà... Mais c'est ça, et c'est pour ça aussi que je pense que le film s'appelle She Said, c'est parce qu'il y a toujours ce truc, et même les journalistes, il y a ce souci, même au niveau de... C'est que, ok, on a plein de témoignages, mais déjà il n'y en a aucune qui accepte de témoigner. C'est que du off, à chaque fois c'est précisé, on prend que du off. Elle est en mode genre, je vous dis les choses, mais je veux pas être citée, je veux pas qu'on parle de moi et machin. Et elles ont des dizaines de témoignages, mais elles ont aucune preuve matérielle, et donc malheureusement avec que ça, elles n'ont pas la solidité, le poids de j'ai un document qui le prouve, parce que voilà. Puis c'est une question de crédibilité. À partir du moment où tu sors quelque chose d'aussi énorme sur un personnage aussi puissant, si tu n'as rien de concret derrière, c'est terminé. Faut être béton sur les sources, parce que si tu as juste des témoignages de gens, tout le monde peut dire ouais mais comment tu sais qu'elles disent la vérité ou pas. Alors que si tu as des documents, voilà. Je réponds quand même, ça aurait pas été mieux de faire un docu. Il y a un docu déjà qui est écrit. Il y a déjà un docu. Intouchable. C'est un docu sur le même type, effectivement. Avec Omar Sy. Mais ça existe effectivement, et on parle même de 99 femmes qui ont... révéler des agressions, déjà ça existe. C'est pourquoi on s'est demandé à un certain moment que vient faire ce film après plein de choses qu'on avait dit, plein de films, de documentaires, d'articles, etc. Et au fait, il sort au bon moment pour dire que la dégringolade, comme tu viens de dire au début, Jonas, ça continue. Hein. L'effet boule de neige. Oui. Ouais. Mais ce que je trouve intéressant, parce qu'on dit, est-ce que pour, la fiction pourrait minimiser l'impact ? Moi, je suis vraiment de l'avis inverse. C'est-à-dire que je pense que ce film est très clairement engagé. C'est pas... voilà, il faut le savoir. Mais je pense que justement, il est fait d'une manière où... vraiment, le fait que ce soit un film qui t'amène à... Justement, il t'amène à ressentir ce qui s'est passé, à voir toutes les choses... avoir la difficulté de Émilie, tout ça. La fiction attire plus de personnes. Oui. Autre que c'est déjà hyper sur parce que les documentaires, c'est vrai que ça a tendance à moins attirer un public, ça c'est vrai. Et puis aussi, il y a un commentaire qui parle de mise en scène à l'américaine. D'ailleurs, c'est Tariq qui est juste là. Ouais. On le voit commenter dans le chat. Non, c'est intéressant, mais le truc, c'est que j'ai trouvé que c'était très digne en fait. Ouais. Parce que c'est vrai que quand on pense fiction, quand on pense mise en scène à l'américaine et tout, on se dit ça doit tomber dans le voyeurisme, de l'armoyant, etc. En fait non, on a parlé de la mise en scène des violences sexuelles dans le film un peu plus tôt,
Et ça reste toujours très... on maintient une petite distance, on garde la dignité. Oui, Naël fait des selfies en plein live, pourquoi pas. Ça reste vraiment... on tombe pas dans le voyeurisme, et du coup cette mise en scène, elle existe, mais elle est pas... Elle sert le propos plus qu'autre chose. C'est ça. Et un truc que j'ai trouvé assez intéressant, c'est que donc on voit... disons qu'il y a plusieurs parties, entre guillemets. Il y a le début où on présente un petit peu les journalistes et qui elles sont, enfin, on essaie de comprendre un peu qui elles sont. Et en même temps, on les connaît pas si tant que ça en tant que personne. On les connaît en tant que journalistes, on voit un peu comment elles travaillent, comment elles fonctionnent toutes les deux et tout. Mais on découvre avec elles. Oui. Ouais, mais en vrai, si tu me demandes genre c'est quoi la personnalité et tout, genre qu'est-ce qu'elles font dans la vie et tout ça, je sais pas. Enfin, vraiment, je sais pas, et c'est pas le propos. Le truc, c'est que c'est pas des héroïnes dans le sens où on n'a pas ce truc de... Non, mais dans le sens où c'est pas une héroïne où on connaît toute sa vie, ses pensées et machin. Là, on les connaît en tant que journalistes et elles sont là pour être journalistes et c'est ça leur rôle dans ce film. Et après, donc on a, comme on disait, la rédaction qui les soutient et tout ça, ce truc très fort où la rédaction est très consciente que c'est un sujet compliqué, c'est un truc qui va faire un pavé dans la mare et tout ça, mais ok, on y va, il faut les documents, mais à partir du moment où on l'a, c'est bon, on y va. Et elle rencontre les journalistes, elle rencontre les victimes et tout ça. Et il y a quand même ces moments, bon après c'est le New York Times, donc ils ont des moyens et tout ça, parce qu'il y a quand même un moment où elle parle avec l'éditrice et elle dit genre, en fait les 3 seules pistes femmes qu'on a, c'est, elle dit elles nous répondent pas, elle dit faut aller chez elles. Déjà genre moi, la première fois où juste elles vont chez la personne parce qu'elles répondent pas et elles toquent à la porte, moi j'étais là genre mais qui fait ça ? Genre jamais, surtout j'ai envie de dire si la personne ne répond pas, elle a pas envie, genre c'est trop difficile, je vais pas y aller. Après, quand tu vois le truc, tu te dis si elle l'avait pas fait, la personne n'aurait pas répondu, il y aurait pas eu d'enquête, il y aurait pas eu de... Donc voilà, mais après c'est toujours le truc de waouh, c'est quand même chaud d'aller sur le pas de la porte de quelqu'un et faire bonjour. Mais donc ce que tu voulais dire aussi, c'est qu'en plus, quand elle dit il faut aller chez elle, l'autre répond mais c'est au Pays de Galles, et tu sais prendre l'avion quoi. Ouais, c'est au Pays de Galles, c'est à Londres et c'est à la Silicon Valley et nous on est à New York, et fait ok, prends l'avion. Ça montre quand même qu'il y a des moyens assez impressionnants. Et Gérasimus revient sur la notion de harcèlement sexuel. Ouais. Le harcèlement existe et existera toujours, triste exploitation du rapport de force jusqu'au plus faible. Si tu prends l'exemple du patron qui met la pression à son employé pour pourrir sa carrière, c'est vrai que ça existera toujours. Par contre, ce qui n'a pas toujours existé et qui on espère existera, c'est la dénonciation de ce comportement. C'est ça. Et c'est sur ça aussi qu'il faut mettre l'accent, c'est que on ne pense pas, ce film ne veut pas, je pense que le message qu'il faut retenir, c'est que c'est pas forcément le harcèlement qu'on peut arriver à combattre. Par contre, c'est l'omerta qui est autour qu'on peut arriver à combattre. C'est-à-dire que quand on commence à en parler, d'autres langues se délient et on peut dénoncer ce comportement. Parce que oui, je reste assez persuadé que le harcèlement existera toujours, il y aura toujours des comportements de harceleurs. Par contre, ce qu'il faut réussir à changer, c'est le regard qu'on porte dessus et la façon dont on va en parler. C'est-à-dire que si on maintient cet effet de boys club où tout le monde se tait, tout le monde couvre l'agresseur, ça ne marchera jamais. Par contre, si on arrive à avoir une première langue qui se délie et qui dit moi je ne suis pas d'accord avec ce comportement, là par contre on peut changer les choses. Il faut dire les choses, les 2 journalistes ont dit nous ne voulions pas le faire tomber, nous voulions établir la vérité. Ouais. C'est ça. Et en fait il y a aussi, et je pense que cette enquête et ce truc-là est arrivé à un moment où, on a vu l'impact que ça a eu, parce que le mouvement, le hashtag MeToo et tout ça, tout le mouvement de la libération de la parole, ça a été, il y a un avant et il y a un après, quoi. Donc ça a vraiment eu un impact. Après, de là à dire que tout est bien dans le meilleur des mondes et tout est rose maintenant, pas du tout, mais je pense que ça a fait avancer les choses et que maintenant, justement, la parole est un peu plus ouverte et il y a toujours du travail à faire, bien sûr, mais je pense que ça a quand même eu un impact hyper important, quoi. Donc on peut pas nier ça. Après, justement, juste pour revenir un peu au film par rapport à ça, je voulais revenir sur l'idée que aussi, juste avant, je trouvais que il y a eu tout ce passage que j'ai trouvé très très fort juste avant la publication de l'article, parce que je sais pas si c'est vraiment un spoil, mais le film se finit sur la publication de l'article. C'est-à-dire que c'est vraiment l'enquête et à partir du moment où ils appuient sur publier, c'est fini.
le fini. Voilà. Mais ça m'a beaucoup fait, ça m'a fait penser à des trucs. Hein. Wow, je suis désolé, mais on n'a pas bossé sur des. Vas-y. On n'a pas bossé, nous en tant qu'étudiants, sur des projets où on prend 6 mois évidemment. Enfin, pas, on bosse dessus actuellement, mais pas jusqu'à présent, pas beaucoup. Mais il y a effectivement cette pression de ok, ça fait peut-être 6 jours que je bosse sur l'article, que je réunis des preuves, enfin que je réunis des sources, que j'ai pris des photos, des témoignages, tu réfléchis 1000 fois à la tournure de phrase. On le voit dans les derniers jours où il y a un montage où ils sont à 5-6 autour de l'ordinateur. D'un écran et ils relisent tous. Ils disent ok, est-ce que tu mettrais pas ce paragraphe avant celui-là, mais si tu dis ça, tu auras plus d'impact. La rédactrice en chef qui dit écoutez, allez tous dormir, moi je prends et je on publiera demain. Genre, et tu vois le bureau, il fait tout noir, tout est vide et t'as l'éditrice toute seule. T'as l'éditrice toute seule avec son petit écran qui est en train de travailler. Avec sa tasse de café. Elle a annoncé d'ailleurs, elle a dit qu'elle allait à l'hôtel à côté, elle prenait une douche et elle revenait à 7h encore du matin pour continuer à faire. Et moi, c'est ce truc du bouclage où tu appuies sur le bouton publier et après c'est plus dans tes mains. Oui, quand ils lisent ensemble. À la toute fin, ils sont là, t'as l'éditeur qui est en train de faire le truc, t'as les 2 journalistes derrière, t'as les 2 le rédac chef, le rédac adjoint, l'éditrice, et ils sont tous là, et il dit ok c'est fini, et ils sont là, on relit tous une dernière fois, et ils sont là genre... Et ça c'est 100% vrai. C'est 100% vrai, et t'as le rédac chef qui fait ok, et t'as le rédac adjoint qui fait attends. Mais c'est ça l'importance de l'investigation journalistique, lui donner sa place parmi autant de médias, de fake news et de... Voilà, il y a quelque chose qui est tangible, quelque chose... Et ce truc, à chaque fois, est vraiment genre cette dernière scène où t'as vraiment juste une capture d'écran du haut et ça fait genre prêt pour le print, donc pour aller sur en papier, prêt pour le web... Et après, t'as le gros bouton publier, ils font clic, et là c'est fini. Et tu le bouton. Ce que je trouve super intelligent, c'est que le film se termine là-dessus. Et ce que je trouve assez méta là-dedans, c'est que tu sais, tu envoies sur publier, c'est plus de ta responsabilité. C'est fini. Enfin, c'est ta responsabilité, mais genre tu peux plus rien y faire. Et là, le bouton, ils appuient sur publier, le film s'arrête. Et je trouvais ça tellement bien joué. Ça commence ici, à mon avis, ça s'arrête pas, ça commence là, c'est là où ça commence, tout commence si tu veux. Mais ouais, je trouvais que même dans la réalité du métier on est assez néophyte là-dedans. Oui, après on a fait un peu des stages, on connaît peut-être un tout petit peu on avait une petite lucarne du journalisme par où on a bossé sur des dossiers sur plusieurs jours, plusieurs semaines, mais genre... Et un truc dont je voulais parler, parce que je sais qu'on en a parlé un tout petit peu, alors après c'est peut-être plus personnel pour moi parce que voilà, c'est aussi le rapport aux sources quand on est journaliste, et surtout pour ce sujet-là, et pour d'autres, voilà, mais le rapport aux sources fragiles et aux sources qui vont vous parler de choses... Ah ouais, de l'eau, c'est bien. Aux sources qui vont vous parler de choses très difficiles, parce que là, on parle d'agression sexuelle, on parle de viol, on parle d'événements traumatisants pour la quelqu'un, pour sa famille et ses enfants. Voilà. Et il y a il y a un moment dont je veux parler, parce que moi j'ai vu ce moment et vraiment j'ai vu venir le truc et j'étais là, non, ne fais pas ça. Où il y a la journaliste qui va à la Silicon Valley pour voir Rowena Chu, si je dis pas de bêtises, et donc elle arrive chez elle, donc cette femme qui ne lui répond pas, donc elle n'a pas de contact avec elle, et elle arrive titatoum devant chez elle. Et donc elle dit bonjour, voilà, et la femme n'est pas là, mais son mari est là. Voilà. Et elle va parler à son mari, et elle lui dit oui, votre femme a travaillé pour Harvey Weinstein, nanana. Et donc elle essaye au fur et à mesure de voir, et en fait plus elle parle, et plus... Genre moi je vois... Pas que... Non mais en fait c'est surtout qu'elle essaye de... Et elle part du principe que son mari est au courant. Ah, mais son mari n'est pas au courant. Ce n'est pas le cas. Même mari... il y a plusieurs... La scène où le comptable, sa femme... Ah oui, ça c'est génial. Ouais, où on le voit dans la bande-annonce, où tu vois le mec comme ça, et sa femme où la journaliste elle dit oui, les paiements qu'il y a eu, et voilà. Et la femme du comptable se tourne vers lui, elle fait quel paiement et tu vois le mec qui est en mode genre... on sait bien qu'il sait bien de quoi il s'agit. Hein. Mais en fait, cette scène où justement elle va voir donc, le mari de cette femme qui a été agressée par Harvey Weinstein des années auparavant, et son mari n'est pas au courant. Et genre moi très très vite j'ai fait ok, il est pas au courant. Vraiment très très vite, vu comment il répondait à ce qu'elle disait, mais elle restait assez vague.
donc ça allait encore, et plus ça allait, j'étais en mode il est pas au courant. Et sauf qu'elle continuait, et il lui a fait mais de quoi ça parle, et machin, et vraiment j'étais en mode arrête. Moi je trouve qu'elle s'en rend compte assez vite, mais qu'elle sait pas comment s'extirper de la situation. Ouais, et vraiment j'étais en mode arrête, non, abort, il ne sait pas. Ce qu'elle a fait effectivement, mais ça n'a pas, c'était sans mais c'est horrible parce que moi à sa place en tant que journaliste, genre je serais mais au bout de ma vie de me dire que, enfin parce que c'est un truc, enfin c'est pas, je me dirais que c'est pas de ma place d'aller dire au mari d'une source genre votre femme a été agressée, enfin elle a pas dit ça, elle le sait, elle s'en rend compte, c'est pour ça qu'elle sortir. Mais elle frappe à des portes, la porte du comptable encore, quand elle vient, moi je me dis elle va où. Et là, on les voit souvent frapper des portes. Et il fait nuit noire et genre tu la vois attendre qu'il rentre chez lui. Et elle est là. Elle est investigation. C'est comme genre, wow. Voilà. Et dans aussi, sa voiture encore, elle attend qu'il arrive. Et puis, hop, elle frappe à la porte, il y a sa femme, et elle entre, et puis elle parle de l'histoire, et la femme qui le regarde avec une grande interrogation. De quoi tu parles? Ouais. Et aussi pour dire voilà le rapport aux sources, parce que au début je sais que c'est dans la bande-annonce et c'est assez intéressant, donc il y a et là je sais plus le nom de la journaliste, c'est Gerasimos dit la source pour un journaliste c'est important, il faut boire beaucoup. Oui. Je sais pas si c'est un rapport au verre d'eau ou un jeu de mots avec la source, mais dans les deux cas c'est très juste. C'est très bien. Et oui, donc la journaliste donc Jodie Cantor qui au départ commence l'enquête toute seule. Et après est rejoint par Megan Tony après son congé maternité. Et en fait c'est hyper intéressant parce qu'elle l'appelle pendant son congé maternité en lui disant comment t'as fait toi pour que les femmes acceptent de te parler et pour l'affaire Trump et ce genre de choses. Et parce que vraiment il y a ce truc de elles ne veulent pas parler, elles ne veulent pas témoigner, elles ont peur et tout ça. Et il y a cette idée de comment tu gères en tant que journaliste une source qui ne veut pas parler pour des raisons tout à fait viables et logiques, tu vois. Mais en même temps aussi en tant que journaliste, tu te dis oui mais moi pour faire mon travail j'aurais besoin que cette personne parle, et en même temps je pense que ce serait important que cette personne parle, et en même temps tu peux pas forcer quelqu'un à témoigner non plus. Donc il y a toute cette idée là, et je sais que moi ça m'a fait pas mal penser aussi aux travaux que j'ai pu faire en dernière année de master, où j'ai fait un travail de reportage avec d'autres étudiants de ma promo sur l'accueil des réfugiés en Belgique, et aussi moi spécifiquement j'ai fait un reportage sur l'impact de la procédure de demande d'asile en Belgique sur la santé mentale des réfugiés, qui n'est pas un sujet très très léger non plus. On aime bien les sujets très lourds. Voilà. Et donc du coup, je me suis retrouvée quand même face à... Sachant que j'étais encore je suis toujours étudiante, c'est un sujet d'étudiante en journalisme, donc je suis pas une journaliste avec 20 ans d'expérience derrière moi et de la bouteille et tout ça. Et donc je me suis posé des questions, j'ai essayé de demander des conseils autour de moi parce que j'étais là, ok, je vais quand même... En plus, moi je devais poser des questions sur comment ça s'est passé, leur poser des questions sur, pas sur leur parcours avant, parce que ce qui m'intéressait c'est comment ça s'était passé en Belgique et tout ça, la procédure en elle-même, mais c'est des trucs difficiles où les gens parlent de dépression, parlent de moments de pensée suicidaire et ce genre de choses, et toi t'es en face quand même, et c'est pas... Moi je suis pas psy, je suis pas non plus apte à... Il y a des choses où des fois je me sentais pas capable d'écouter certaines choses ou de recevoir certaines choses, et j'avais toujours peur de dire la mauvaise chose et de faire encore plus de tort à la personne en lui posant des questions et empirer son état mental, alors que c'était pas du tout mon but, et que moi je voulais juste récupérer son témoignage pour justement mettre ça en lumière. Et donc du coup il y a toute cette question de... Voilà, en fait, il y a cet équilibre entre il faut mettre en confiance la victime, et d'un autre côté, tu te dis, mais si. Ils se disent dans le film, s'il y en a une qui parle, les autres vont peut-être suivre, et en fait, c'est ça, c'est un peu un jeu d'équilibriste qui est pas facile, je trouve. C'est ça, et après, je pense que. Il y a toujours ce truc de se dire, tu veux aider les gens, mais après, moi, je pense quand même que.
on le voit au début quand il y a la source qu'elle a eue pour Trump qui reçoit des excréments par la poste. Et elle l'appelle direct et la journaliste lui dit fais attention et elle lui dit appelle elle lui dit tu documentes tout, tu prends des photos de tout, tu gardes tous les appels, tu gardes tous les messages, tous les trucs et tu documentes tout pour potentiellement une enquête ou quelque chose comme ça quoi. Mais elle n'a pas d'autre possibilité de l'aider. Et c'est montré parce que cette scène est très forte parce que la source l'appelle au moment où cette journaliste elle va faire une échographie avec son mari parce qu'elle est enceinte et donc elle est dans la salle d'attente de la sage-femme ou je sais pas quoi. Elle répond quand même et elle dit je suis désolée il faut que je te laisse parce qu'elle va devoir aller faire son échographie. Et voilà, et ça montre encore le côté envahissant du métier, où vraiment, peu importe le moment, ça décroche parce que tu veux pas rater l'occasion en fait. Ouais, et après, juste après, il y a quelqu'un qui l'appelle et c'est Fox News qui disent « Ah, est-ce que vous êtes féministe ?» Et elle fait genre... Et elle raccroche, elle fait « Putain, mais voilà », et à ce moment-là, elle explose, elle fait « Mais merde, j'en ai marre, tu vois !» Enfin... Parce que y a tout qui lui tombe dessus et c'est vrai que enfin voilà, il y a tout ça et même sans le son avec tes gestes, nous comprenons ce que tu racontes. C'est entièrement faux. C'est pas faux, je parle beaucoup avec les mains, à propos de ces femmes-là à un certain âge qui acceptent de témoigner, tu te souviens la femme qui avait le cancer? Oui, Laura. Elle allait faire l'opération et juste avant, à ce moment-là, et elle dit pourquoi, c'est pour ses filles, c'est pour avoir sa voix, c'est pour dire les choses et elle le dit avant d'entrer dans la opération. Mais ça c'est très fort aussi où c'est ce moment où il y a voilà donc Laura dont j'ai oublié le nom de famille. Laura Baden, c'est pas ça? Non, attends, tac, je vais vous dire ça tout de suite. Bon appétit Taracuse, ouais. Je pense que Tariq a craqué et a commencé à se faire à manger. On peut le voir derrière. J'ai trop faim, pardon. C'est Laura Madden. On est dans Laura Madden, en fait, elle dans l'histoire, c'est une jeune fille qui, à l'époque, en fait, elle est irlandaise. Elle est irlandaise et donc elle a une vingtaine d'années quand il y a une production Miramax qui se fait près de chez elle. Et donc elle trouve du travail sur le tournage. Ouais, et c'est la première image du film. C'est ça aussi que j'ai trouvé très fort. Tu sais que moi je me suis demandé si on s'était pas trompé de salle. Parce qu'en fait la première image du film c'est un débarquement mais des années genre c'est les Anglais mais les Anglais genre avec les rouflaquettes et tout en rouge et les baïonnettes tu vois. Et ça ouvre sur ce film avec toi, des bateaux. Toi tu comprends pas tout de suite. Moi j'étais en mode c'est la conquête des Amériques. En plus on était arrivé vachement tard hier parce que nous on était le fait que notre journée s'est terminée tard et tout, enfin bref, et du coup on est dans cette salle et moi il y a eu 2 secondes je me suis dit mais on est dans la bonne salle ou vraiment? Et en fait tu comprends très vite parce qu'il y a eu une ellipse où enfin tu vois l'équipe de production et puis il y a une ellipse et tu vois la première victime qui court dans la rue en pleurant. Voilà. Tu comprends quoi. Et donc en fait, et au départ on voit ça et puis après on rentre dans le film et donc pendant un moment j'ai pas compris et après au fur et à mesure quand on rencontre Laura et qu'elle raconte son histoire et que donc on a ce petit flashback où on voit sa tête et je suis en mode c'est la fille du début, c'est elle. Et donc du coup je me dis on a parlé d'elle au tout début, du coup elle est peut-être un peu importante. Du coup oui elle est importante parce que donc Laura Madden elle donc à l'époque elle est en Irlande. Elle trouve un travail sur le tournage d'un film Miramax là-bas. Ensuite, du coup, elle rencontre Harvey Weinstein sur ce tournage où je sais plus exactement comment ça s'est passé. Voilà. Il lui avait proposé un job dans le bureau de Londres. Voilà, il voulait lui proposer un travail dans le bureau de Londres, comme d'habitude, il utilise un peu sa. Et puis il lui fait miroiter un rendez-vous professionnel parce que c'est toujours comme ça qu'il opère et voilà. c'est en Suisse qu'il en suit. Il l'invite dans sa chambre d'hôtel et du coup, c'est en Suisse qu'il en suit. Et elle raconte ça, voilà. Et le truc, c'est que voilà, c'est une des rares femmes à qui c'est arrivé auquel il n'a pas fait signer de clause de confidentialité. Donc en fait elle est totalement libre d'en parler à la presse et elle a totalement la possibilité de le faire. Et donc en fait pendant tout un moment il y a toute cette idée de est-ce qu'elle va accepter de dire son histoire ou d'en parler ou voilà. Et du coup en fait Laura c'est pas la première, pardon, c'est la deuxième femme qui accepte qu'on utilise son histoire et justement comme tu disais
pendant un moment, elle veut pas, elle a un cancer du sein, elle est assez... Enfin, elle doit avoir 40-50 ans. Double mastectomie. Double mastectomie, et elle a 3 filles et 2 garçons, elle a 5 enfants, je crois. Et on voit sa famille et on comprend à quel point ça les atteint. D'ailleurs, elle se fait appeler très vite, comment dire, un peu avant de témoigner, elle se fait appeler par une ancienne collaboratrice d'Harvey Weinstein qui lui dit ah, c'était quand même vachement bien le temps avec Harvey et tout. Est-ce que je te rappelle, tu n'en parles pas et tout. Et ça, elle fait tout le contraire, elle dit non, moi je vais en parler, rien à foutre. Elle raccroche. Mais et en fait, son témoignage arrive très vite après. Cette scène est super forte parce qu'en fait, avant, on voit donc sa fille qui dit maman, il y a machin qui veut te parler, et elle est en mode si c'est des journalistes, tu leur dis non. Et genre en mode il y a des journalistes qui l'ont appelée et elle veut pas parler, et en fait c'est quelqu'un de Miramax qui lui dit grosso modo un peu de manière cachée, genre t'as pas intérêt à parler. Ouais, en fait on comprend, c'est genre c'est vraiment bon vieux temps avec Harvey, l'autre dit moi c'était pas pareil hein. Voilà, moi c'était pas généreux avec moi. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il y a vraiment ce truc où elle voulait pas parler aux journalistes, et la nana de Miramax lui appelle pour lui dire t'as pas intérêt à parler, et elle est en mode ah bon? Bah si. Et ben du coup je vais parler. Commentaire super mignon de Gerasimos, professionnellement vous voyez où après vos études de journalisme, en tout cas continuez ainsi, super intéressant, bravo la jeunesse. Merci. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Alors professionnellement, où est-ce qu'on se voit pour nos études, après nos études de journalisme? On clôt un peu doucement. Ouais, on va arrêter parce qu'on commence à faire tard. Donc on avait prévu de faire 1 heure, ça fait déjà 1h30 qu'on est là. Yes. Il voit mon bureau. Et il crève la base. Donc professionnellement, où est-ce qu'on se voit après nos études de journalisme? Bah moi chez d'office, c'est ça. Si ça fonctionne, pourquoi pas continuer? C'est vrai. Ça ce serait bien, mais on est quand même 8, donc d'ici là, est-ce que ça nous paye tous? Je pense que ça risque d'être très compliqué. Déjà que là ça nous paye pas du tout. Voilà. Dis les choses. Bon, soyons honnêtes. Bah, on gagne pas un copec avec ça, sans être totalement transparent. Dans un mois, on essaie. Journalisme sans avoir un réseau, difficile, non. Alors, oui, mais le réseau, ça se crée. Enfin, en fait, sans avoir un réseau, ça dépend ce que tu veux dire. C'est-à-dire genre connaître des gens dans le milieu ou avoir un carnet d'adresses en source. Parce que dans tous les cas, c'est quelque chose qui se construit. Mais qui se construit assez vite. C'est-à-dire qu'en fait, tu commences par faire des piges ou des stages, genre de choses, tu mets un pied dans le milieu, puis en fait, particulièrement en Belgique, le journalisme francophone, c'est un milieu qui est minuscule. Tout le monde se connaît, et donc si tu commences à faire des bonnes performances chez l'un ou chez l'autre, on va en parler, tu vas avoir d'autres contacts, etc. Ouais. Et du coup, où est-ce qu'on se voit? Ouais, notamment l'ULB, notre université aussi soutient pas mal. Ouais. Et après, moi personnellement, j'ai un master en traduction, donc du coup, mon idée, c'est d'utiliser ça pour travailler aussi un peu à côté et combiner les deux pour essayer de manger. Parce que c'est bien. Basiquement. Voilà, on va déjà essayer de gagner, voilà, parce que c'est bien. Parce que c'est pas mal de manger déjà. Mais du coup, oui, parce que. Un Tariq. Ah oui. Mais oui, parce que c'est sûr que quand on rentre dans le journalisme, je pense. En tout cas, s'il y a des gens qui rentrent dans le journalisme en se disant je vais gagner plein d'argent. Faut être François de Brigode en fait. Ouais, faut avoir genre 20-30 ans de carrière, être présentateur du JT et que tout le monde te connaisse, ou faut avoir beaucoup de chance et tomber sur les bonnes personnes au bon moment et te retrouver dans les grandes rédacs et voilà. Des bonnes personnes, des bons moments. Oui, voilà, c'est beaucoup de facteurs qui font que c'est un petit peu compliqué, je pense que... Mais on sait jamais. Okay. Mais c'est trop bien comme métier. Mais oui. Il faut être bon aussi. Oui, c'est vrai, il faut être bon aussi. À titre personnel, ce que j'apprécie beaucoup, c'est le fait que tu peux faire plein de choses en même temps. Ouais. Cuisiner en même temps. C'est-à-dire que tu peux avoir un poste où tu bosses une partie de ton temps en tant que journaliste presse par exemple, puis sur le côté, je sais pas, tu donnes des cours de français, j'en sais rien, puis sur le côté tu tiens un petit podcast ou ce genre de choses. Oh, il dit ça. Je sais pas, tu vois, mais genre... Excusez-moi, mais voilà, mes cours de français. En fait, tu peux avoir... Ah oui, parce que c'est vrai que t'es prof de français. Elle donne des cours de français. Mais on fait tous un peu des trucs. Là, par exemple, on a lancé d'office. On est encore tous étudiants. On est encore tous étudiants et tout, mais on a lancé d'office parce que c'est un projet qui nous tient à cœur et qu'on a envie de faire et tout ça. L'idée c'est pas de l'arrêter quand nos études s'arrêtent, l'idée c'est de continuer. Et c'est déjà une direction qu'on prend, hein. C'est-à-dire que sur le côté chacun a ses trucs. Moi personnellement j'ai des piges en presse écrite, toi, tu fais des piges. Je vais peut-être bientôt être rédacteur dans un autre truc, je fais ça sur le côté, en fait il y a moyen de faire plein de trucs différents. Toi tu fais 25 milliards de trucs par contre. Oui, mais j'aime bien. Ouais, get that money. Je vais déjà essayer de réussir mes études et après je donnerai de la place pour le reste. Voilà.
Et ouais, enfin, on travaille tous. Enfin, moi, je travaille à côté, mais genre en tant que serveuse. Donc, ça, c'est. Ouais. Voilà, après. Mais c'est une casquette en plus, hein. Bah, il faut manger, comme je dis. mais oui, moi, je pense que. Moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est pouvoir faire genre moitié traductrice, moitié journaliste. Comme ça, je peux avoir les deux trucs et même si ça reste deux métiers qui peuvent être assez précaires en fonction en fonction des gens et de ce qui se passe. Tout est précaire à présent, hein. C'est pas uniquement du journalisme. Ouais, on va dire ça au super profit. Mais bon, je pense faire un milliard de trucs, c'est très bien, ça paie pas les factures. Ça paie les factures utopistes. On espère. Un peu. Après, perso, je vais pas mentir, hein, si un jour j'ai un poste qui m'est proposé à Mediapart pour faire de l'investigation, moi j'ai le signe dès demain. Hein, oui, bien sûr. Le film qu'on a vu, moi ça m'a dit le lendemain, je dirais, je connais Jonas. Ouais, je le connais, on le connaît. Non, mais moi c'est pareil, tu vois. Enfin, je pense qu'on a tous, genre, entre guillemets, nos jobs de rêve dans le truc, tu vois. Genre, moi, si demain t'as Affaires sensibles de France Inter qui me dit tu veux venir travailler, je suis en mode oui. Où ça? Je suis là, je viens tout de suite. Je sais pas, un podcast qui se libère d'une heure sur de la musique. Moi, mon truc, c'est la musique, tu vois. J'ai aussi envie de faire la Oui, voilà, tu vois. Mais c'est ça aussi, en fait, le problème, c'est. Je pense D'ailleurs, que mardi prochain. Prochain live. Mardi prochain, 19h30, avec Tariq, ici présent. Live 7 personnes. Très tranquille. Et 7 personnes. Où on fait pour une fois, il cuisinera pas, il sera là avec moi, on sera que deux. On va faire un récapitulatif. C'est une émission un peu soupée, hein, c'est pour les gens à qui ça parle. On fait un récapitulatif de l'année dans le rap français et on va parler de ce qui s'est passé cette année, on va désigner un peu nos projets préférés qui s'est vraiment montré cette année. Donc si jamais vous écoutez, si jamais vous êtes intéressé par la musique globalement, n'hésitez pas, ça va être très sympa. On va sûrement faire trembler la terre avec nos avis nuls à chier. Mais ça va être sympa et ça peut vous faire passer une bonne soirée, je pense. Ouais, parce que voilà, l'idée de ces petits... Donc on a les émissions qui sont un jeudi sur deux de 18h30 à 21h30. Prochaine émission, ce sera à 17h30, 20h30 parce que notre régie a une autre obligation après. Voilà, et que notre régie fait déjà beaucoup pour nous. Donc, mais là encore, parfait exemple, c'est notre régie pour l'émission, il nous a dit j'ai un match à couvrir pour la RTBF après, est-ce qu'on peut finir plus tôt? Exemple parfait du journalisme, c'est genre je fais 25 trucs en même temps, est-ce qu'on peut décaler? Oui. Ouais. Et aussi du côté envahissant, parce qu'il va sûrement finir vers 23 minuit, au moins quoi. Émilie, t'inquiète pas, je rigolerai toujours à tes blagues. François, si tu nous regardes, je sais pas quand tu dors, mais oui, voilà. Grand merci. On comprend où tu vas. Il ne dort pas cet homme. Je pense je sais pas comment il fait. Pas nous non plus, on s'en rappelle vraiment. Oui, c'est vrai qu'en ce moment on dort pas beaucoup. Donc voilà. N'hésitez pas. On est là, du coup on est là, on ne dort pas. Ouais, n'hésitez pas à diffuser vos streams, podcasts, etc. On est sur YouTube, on est sur Instagram, on est sur Facebook, on est sur Twitter. Alors, normalement, en bas, si vous cliquez par ici, normalement, vous allez avoir tous les réseaux sociaux avec tout ça. Et sinon, je vous fais un petit hop. Ça marche. Voilà. Nickel. Et on a comme projet de mettre du contenu vidéo. Oui. Un peu plus ciblé sur peut-être Insta ou TikTok, on sait jamais. Ouais, TikTok c'est TikTok, l'idée. on aimerait bien tenter des trucs dessus. Maintenant, il faut qu'on ait la motive et le temps. Donc, surtout le temps. Surtout le temps. Parce que la motive, elle est là. Le problème, c'est le temps en ce moment. Cette semaine, je pense qu'on tape toutes et tous des 8h, 22h non-stop. Donc, ouais, cette semaine, c'est un peu compliqué là. Donc, voilà. Ouais, non, on a plein de trucs, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, on essaye toujours de mettre tous nos streams en rediff sur YouTube. On essaye d'y aller tout doucement pour avoir une organisation par rapport à ça. Soyez indulgents avec nous, c'est vrai qu'en ce moment on a tous des emplois du temps assez chargés. Ouais, donc le temps. Si vous voulez prendre rendez-vous, c'est entre 23h43 et 23h52. Oui, c'est ça. Exact, sachez que Cinémad et moi-même, Margot, on avait un rendez-vous à caser demain, on l'a casé de 12h à 13h sur notre pause midi. Voilà. Donc c'est exactement ce qui nous arrive en ce moment. On trouve les méthodes qu'on peut, c'est ça. Moi je suis libre entre 7h10 et 8h, exactement. Voilà. C'est ça. Ben voilà. Lifestyle Samuel Etienne, 35 cafés par jour. Oui, on a du Red Bull et du café, donc voilà. c'est notre manière de creuser notre tombe en fait. Vraiment.
Non, mais il faut se dire qu'on est jeune encore, ça va. Exactement. Je vois qu'il y a des gens qui arrivent par Ketchup, Chibus, bonsoir, mais j'avoue que. Bonsoir. On va clôturer, malheureusement, vous arrivez sur la fin du stream. Parce qu'on est fatigué, on a faim. Et de toute façon, on va finir par tourner en rond. Oui, là on n'a plus grand chose à dire sur le Bah, film. Le message à retenir. Il y a plein à dire, je suis sûre. Moi, j'ai toujours des choses à dire. Voilà, il y a plein à dire sur le film. Mais bon. Mais le message à retenir, allez voir She Said, c'est un film qui est utile, qui est intéressant, qui est instructif. Ouais. Et voilà. Allez voir ce film un jour où vous allez quand même bien. Hein. Je pense n'allez pas voir ce film si vous êtes déjà pas top. Faites pas comme nous, n'y allez pas après une journée de travail où vous recommencez le lendemain. Non. Faites pas ça. Non. Mais allez le voir quand même. Mais c'est une bonne claque, mais c'est une bonne claque, voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc voilà. Et n'oubliez pas, prochain stream mardi prochain vers 19h30 avec cette personne ici et moi-même. Voilà lui. Voilà. Et pour le plus gros stream, on se retrouve jeudi prochain, 17h30. Jeudi de la semaine prochaine. Ouais, jeudi la semaine prochaine, pardon, 17h30. 17h30. Voilà. Ouais, pour un stream, on aura Emilia Oxage. Oui, c'est vrai. On fait un petit tease de notre invitée. Présidente de la Fédération étudiante francophone. Voilà. Et juste pour rester un peu dans le thème, on avait dit qu'on voulait vite fait en parler, mais... Ah, la manif ? Ouais, voilà. Oui. Tu veux que je tease ? Enfin, tu veux que j'explique ? Vas-y. Ok, bah demain, au cimetière d'Ixelles, si vous êtes sur Bruxelles, il y a une marche pour les 1 an du mouvement Balance ton bar. On y sera. Bon, c'est pas pour ça que vous devez venir, hein, vous devez venir pour le mouvement. Mais si vous voulez venir faire coucou. Si vous voulez venir faire coucou, on sera sûrement très surpris, mais on sera ravis de vous voir. Et les gens pour qui ça compte seront encore plus ravis de vous voir, donc n'hésitez pas à venir. Et oui, voilà, donc on voulait en parler parce que voilà, c'est Balance ton bar, donc c'est entre guillemets dans la lancée du mouvement MeToo, dans l'esprit du mouvement MeToo, du coup, c'est un petit peu dans l'esprit de ce film d'une certaine manière et de tout ce que ça a pu lancer. Ouais. Et d'une certaine manière, c'est un petit peu grâce aussi à cet article que la parole s'est ouverte par rapport à ça. Oui. C'est libéré. Quelle heure la manif ? 18h30, je pense. 18h30 au cimetière d'Ixelles à Bruxelles, devant l'entrée du cimetière, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et après, il y a une marche. Donc la dernière fois, c'était jusqu'à Fernand-Coq. Jusque devant la maison communale, donc je suppose que ce sera potentiellement le même parcours. Oui. Parce qu'il mange du poivron, voilà pourquoi. Donc je pense que ce sera le même. Vous acceptez les vieux, c'est pas nous qui organisons, mais oui. Après, sûrement. Je pense. Peut-être qu'il y aura. Ce sera peut-être en non-mixité, donc c'est-à-dire que les hommes seront peut-être demandés de marcher en fin de cortège. Ouais. Parce que c'est organisé par les unions féministes et tout ça, il y a cette idée que c'est quand même un espace safe. Un espace safe pour les femmes et pour les personnes. Comment expliquer la non-mixité ? La non-mixité, ouais. Bah après ça c'est un choix aussi, donc je sais que tout le monde n'est pas toujours réceptif à ça et ne comprend pas toujours. Après, ça reste quand même un endroit où les hommes ne sont pas interdits, hein, bien sûr. C'est juste que je pense qu'ils seront demandés d'être en fin de cortège. Et aussi parce que comme c'est contre les violences puis c'est dans un processus de réappropriation de l'espace public. Et donc voilà, je pense qu'on peut accepter quand même de se dire les personnes qui sont dans le cortège, elles ont envie d'être entre elles, d'être dans un moment safe, dans un endroit safe, ce qui ne leur arrive jamais dans la rue. Je pense qu'on peut comprendre qu'on nous demande d'aller derrière. Et je voudrais dire aussi, cinéma de Margot, notre chef, qui nous dit ça balance les news comme ça. Notre grand chef. Je pense effectivement qu'on n'avait pas encore annoncé qu'Emilia Oxage serait l'invité de la prochaine émission. Du coup, ça veut dire que ceux qui sont dans le live aujourd'hui, vous avez un petit teasing pour les autres, parce que je pense que cette rediff ne sera pas tout de suite sur YouTube. Demain ? Ouais, demain. Demain, je mets les 3 streams sauvages. Voilà. Bon voilà, mais donc vous avez la news avant tout le monde. Voilà. Et Gerasimos qui met un peu de contexte sur la manifestation. Voilà, de Lufia. Exactement. Très bien. Et ben voilà, on va clôturer là. Hein. Je pense qu'on a tous très faim. Oui. Donc voilà, bon ben à bientôt. Oui, pardon, c'est moi, pardon. Voilà, merci à tous d'être passés, merci à tout le monde d'avoir participé dans le chat, c'était hyper intéressant de voir aussi un peu. Voilà, vous avez tous dit plein de choses. J'avoue que, moi en tout cas, je sais pas vous, mais moi je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de participation. Et c'est trop bien. Et c'est trop cool. On est on est très agréablement surpris. Ça motive à fond. De ouf, ça me motive à fond. N'hésitez pas à, si jamais
Enfin, moi je sais que genre les petits streams ciné-séries, et genre moi et Margot on est un petit peu fans de ça. Si jamais il y a un tout petit peu, si jamais il y a des films ou des séries ou des trucs comme ça qui vous intéresseraient qu'on couvre peut-être dans des lives, n'hésitez pas à nous en faire part sur nos réseaux sociaux, là on a un Discord aussi. On a un Discord qui est aussi en bas. Pas très actif, mais on va pas actif encore. Mais si. Soit corporate. Pardon. Très actif. Voilà. Donc si jamais vous avez des idées à nous proposer pour des lives ciné-séries, n'hésitez pas. S'il y a des sujets d'actualité ou des trucs de manière générale que vous avez envie qu'on traite plus spécifiquement en dehors de nos émissions, n'hésitez pas aussi. On pourra faire des petits streams sauvages dessus. Nous, on aime bien. C'est un peu plus détendu que les émissions habituelles. Et voilà. Voilà. Très bien. Merci beaucoup à tout le monde. Au revoir à tout le monde. À une prochaine. Bisous. À la prochaine. C'était The Office en direct. Oui. Bisous. Ciao. Twitch.